Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live meeting organisé par l'ITA. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent en cette fin d'année, proche des fêtes de fin d'année, de prendre le temps de pouvoir participer à un live meeting euh, qui sera donc animé par la directrice générale de l'association qui porte le projet La Ferme des Ailleurs. Donc, on va attendre que les inscrits nous rejoignent progressivement. Entre-temps, j'en profite pour me présenter rapidement. Donc, je suis Estelle, je suis chargée de projet levée de fonds chez Lita.co depuis bientôt un an et je m'occupe particulièrement de la levée de fonds de la Ferme des Ailleurs, qui fera donc l'objet de ce live meeting. Nous sommes d'ailleurs en compagnie de Caroline Nio, la directrice générale, comme je vous disais, de l'association Centre-Hélène Borel qui porte le projet de la Ferme des Ailleurs. Donc, c'est Caroline qui pourra vous présenter dans un premier temps ce projet de résidence de tourisme pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants, et ensuite pourra répondre à toutes vos questions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil Livestorm, je vais vous présenter l'outil rapidement avant de commencer. Donc, on va retrouver deux onglets en bas à droite qui vont vous intéresser, avec notamment l'onglet chat qui est destiné à tous les messages informels dans lequel vous pouvez vous manifester, nous saluer, nous dire d'où vous venez, nous dire comment vous connaissez la ferme des ailleurs. Et ce sera également le lieu pour nous faire remonter un quelconque problème technique de son ou de caméra. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat. Et puis, à sa gauche, on retrouve l'onglet questions, destiné pour toutes vos questions que vous pouvez poser au fil de l'eau de la présentation, et on prendra le temps d'y répondre pendant 40 minutes, juste après la présentation de Caroline Nio. Donc, voilà pour ces deux onglets. C'est très simple d'utilisation. Comment va se dérouler ce live? Donc, dans un premier temps, Caroline prendra une quinzaine de minutes avec une présentation. Je vais d'ailleurs la rétrécir pour qu'on nous voit un peu mieux, pour dérouler justement le projet de cette résidence de tourisme à impact très social, pour en expliquer les enjeux, son plan de développement, et puis certainement ses perspectives d'ouverture prévues pour 2024. Et ensuite, dans un second temps, qui sera le temps privilégié de ce live pour les échanges de questions-réponses. Bon, je pense que les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je vous propose qu'on commence, comme ça on ne prend pas trop de retard. Donc, Caroline, je vous laisse la main. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour partager ce temps de présentation. Donc, moi, je suis donc directrice générale d'une association qui gère des établissements et services dans le champ sanitaire et médico-social. Et depuis très longtemps, depuis même une dizaine d'années, l'association s'intéresse tout particulièrement à la question des aidants familiaux et de leurs aidés. Je pense qu'on a pris conscience de cette problématique quand on accompagne effectivement des personnes qui sont hébergées dans nos différents établissements. Le lien qui peut continuer à exister ou se déchirer avec les aidants familiaux parce qu'on est allé un petit peu trop loin dans l'épuisement de ceux-ci. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place un certain nombre d'actions en faveur des aidants et on a voulu aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire au-delà de l'accompagnement quotidien des aidants, de pouvoir aussi leur proposer de prendre des vacances et de retrouver des temps vraiment heureux entre eux en étant déchargés des contraintes de l'aidant. Donc, de quoi on parle quand on parle des aidants? On parle de 11 millions de personnes qui sont concernées par ce sujet, donc soit qui sont aidants d'un conjoint, d'une personne âgée, d'un enfant handicapé, d'une personne en situation de handicap. 11 millions d'aidants,
Et encore, en fait, on a toujours un petit peu de mal à calculer les statistiques parce qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas comme aidants, enfin, estimant que ce qu'elles font est un peu naturel. Et on a coutume de dire que si on enlève les aidants familiaux, c'est tout notre système de protection sociale en France qui s'écroule. Parce qu'effectivement, 11 millions d'aidants, vous imaginez devoir les remplacer par des auxiliaires de vie sociale, par des infirmières, par des aides-soignants. Et alors, ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est que plus de la moitié travaillent encore. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les aidants sont à la fois concernés par la charge de l'aidance, mais qui vient s'ajouter à une vie quotidienne qui est déjà bien remplie. Une personne sur deux connaît le terme de l'aidant. 80% ont moins de 65 ans, en lien avec le fait qu'elles travaillent. Et donc, 43% ont même moins de 50 ans. Et il y a même aussi une problématique des très jeunes aidants, avec même des mineurs qui peuvent être aidants. Donc vraiment, les aidants, c'est un sujet de société fondamental. Et d'ailleurs, on en parle de plus en plus, puisque un certain nombre de plans de développement de l'aide aux aidants ont été annoncés. Donc c'est vraiment le sujet de société qui va nous occuper là encore plus dans les années qui viennent, étant donné aussi le vieillissement de la population française. Et quand on parle de fardeau de l'aidant, en fait, indépendamment du fait de s'occuper de la personne, qui n'est pas un fardeau en soi, mais quand même, 30% estiment que ce rôle a une incidence négative sur la santé, notamment l'épuisement. 40% des aidants déclarent ne plus partir en vacances, par crainte, effectivement, de laisser la personne aider, par le fait qu'on ne trouve pas suffisamment de relayage et qu'il est extrêmement compliqué, effectivement, de trouver quelqu'un qui va vous relayer dans votre fonction d'aidant. Et 43% des parents ayant un enfant en situation de handicap déclarent ne jamais prendre de vacances en famille. Il y a aussi le fait que trouver un logement de tourisme adapté, que ce soit en termes d'accessibilité, mais aussi de accessibilité des locaux, mais également accessibilité des activités, est extrêmement compliqué en France. Et pour les aidants, en fait, l'idée qu'on a, c'est permettre aux couples aidants aidés, donc notre projet, enfin, permettre aux couples aidants aidés de partir ensemble pour des temps de pause, dans un lieu en toute sécurité, sans rupture. Parce que jusqu'à présent, la question, comment on traitait la question du repos, si j'ai envie de dire, des aidants, en fait, on disait, écoutez, très bien, vous voulez prendre des vacances, on va vous séparer de l'aidé. Et donc, par exemple, on peut accueillir votre aidé dans un accueil temporaire, dans une structure adaptée. Mais des aidants aussi disent ne pas vouloir être séparés de l'aidé. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver le lien qu'ils avaient avec la personne, être parents, être conjoints, mais en étant déchargés des contraintes de l'aidant. Voilà. Donc, nous, notre enjeu, c'est vraiment d'être en capacité de relever tous ces défis. Et donc, à travers ça, c'est la raison pour laquelle on a conçu la ferme des ailleurs. Donc, la ferme des ailleurs, c'est quoi? C'est une résidence de tourisme, donc qui se veut donc ouvert à l'accueil spécifique des aidants et des aidés, mais pas que, parce que nous militons sur le fait que le handicap, l'avancée en âge, ça doit pas être des sujets qui sont traités à part de la société, mais que l'inclusion, auquel on croit énormément, la rencontre de l'altérité, la rencontre des publics, doit permettre à chacun de pouvoir s'enrichir. Donc, la ferme des ailleurs, une résidence de vacances qui a été conçue pour être en capacité d'accueillir l'aidant et l'aidé, donc à la fois de par son bâti complètement adapté, à la fois de par les activités qui vont être proposées, mais à la fois par les services qui vont être mis en place et qui permettent de faire en sorte que, voilà, je veux réserver un séjour à la ferme des ailleurs, eh bien, j'ai un interlocuteur à qui je vais expliquer tout ce dont mon aidé a besoin et qui va préparer en amont
les conditions du séjour, s'il y a besoin, par exemple, d'un passage d'une aide-soignante, d'un passage d'une infirmière, de médicaments, d'un passage d'un kiné, qui va préparer en amont le séjour pour faire en sorte que le jour où le couple aidant-aidé arrive, il n'ait plus qu'à poser ses bagages et à profiter effectivement de son séjour parce que tout aura été organisé. Donc, la ferme des Ailleurs, donc pourquoi la ferme des Ailleurs? Donc, c'est une ferme qu'on a rachetée donc, dans une commune qui est située entre Douai et Cambrai dans les Hauts-de-France, avec un petit clin d'œil puisque Arleux, donc on est situé dans le bassin minier et Arleux est une commune qui était avant la ville de villégiature des mineurs. Voilà, parce qu'elle est admirablement bien située dans un espace environnement assez impressionnant, donc avec des canaux, avec beaucoup de marais. Et voilà, il nous a semblé extrêmement intéressant d'avoir ce petit clin d'œil, de pouvoir reproposer des vacances à ceux qui en sont privés, comme les mineurs pouvaient en être privés. Et on a choisi, on a trouvé une ferme donc très typique du Nord et de ce secteur d'activité, et qu'on a complètement réhabilité avec des fonds européens destinés à la valorisation, la mise en valeur du patrimoine remarquable. Donc pour prouver à quel point effectivement ce site est tout à fait typique. Et autre aspect aussi, on a bien travaillé avec la commune qui nous a demandé donc d'être l'élément phare de son projet de revitalisation du centre-bourg, puisque la commune d'Arleux était engagée dans un programme de réhabilitation foncière et de cette nature dans son village. Et donc nous a dit si effectivement cette ferme qui est complètement à l'abandon, qui est en plein centre-bourg, pouvait effectivement être réhabilitée, être redorée, eh bien, ça va emmener la dynamique par rapport à toute la réhabilitation du village. Donc, le projet est ambitieux puisqu'il est composé, j'ai envie de dire, de deux parties. Donc, il y a la partie ferme qu'on a réhabilitée, donc en grande partie. Après, on y a ajouté effectivement des constructions nouvelles. Et on a 1,5 hectare de terrain qui est en zone naturelle et qui est composé d'une biodiversité exceptionnelle, confirmée par des études écologiques, par des écologues qui ont été menées et qui permettent vraiment, de se ressourcer en plein cœur de la nature, en retrouvant, et donc l'idée c'est d'aménager ce terrain avec des espaces un peu différenciés, le jardin des senteurs, le verger, donc un espace avec des jeux et une bergerie et un poulailler, et avec un accueil, on y tient beaucoup de poules de batterie qu'on va sauver pour pouvoir effectivement égayer ce jardin. L'objectif aussi, c'est de pouvoir y implanter quelques logements insolites, là encore complètement adaptés à la grande dépendance, parce que c'est aussi une forme de ressourcement original. Donc là, effectivement, la présentation du bâtiment est faite en telle sorte que toutes les activités sont massées au bord du village de vacances. Les logements sont plus en retrait, et plus on s'avance dans le village et qu'on chemine vers l'espace vert, plus effectivement on est au calme et on est au milieu de la nature. Donc le jardin multi-activités qui sera effectivement composé en différents types d'ambiances pour que chacun puisse, à son goût, soit se retrouver au calme, soit au contraire se ressourcer en collectif, entre amis, et des activités spécifiques seront proposées au sein du jardin. L'hébergement qu'on a fait à l'intérieur donc est complètement modulable et adapté. Alors les logements, donc il y a 19 logements qui vont du studio au type 3, mais par exemple le studio fait 35 mètres carrés, le type 3 fait 75 mètres carrés, donc complètement adapté à la grande dépendance, notamment quand on peut avoir des personnes en situation avec des très grands fauteuils de confort. Et la particularité, c'est que tous les logements sont aussi modulaires, c'est-à-dire qu'effectivement on peut tout à fait imaginer de coller les logements les uns auprès des autres pour pouvoir accueillir, mettons, une grande famille.
Les activités qui seront développées au sein du centre de vacances, la première d'entre elles, c'est effectivement le ressourcement individuel. Les aidants et les aidés, ils viennent là pour se ressourcer, pour se retaper, pour reprendre soin d'eux, ce qu'ils ont oublié depuis longtemps. Donc, on a toute une activité bien-être avec effectivement des professionnels donc formés spécifiquement au toucher relationnel, à tout type effectivement de remise en forme. Donc, au-delà de la plus-value de pouvoir bénéficier, mettons, d'un massage, c'est aussi des temps d'émotion très forts qui vont permettre effectivement aux aidants et aux aidés de pouvoir souffler, exprimer leurs émotions. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Donc, des cabines de bien-être, un spa, là encore, complètement adapté avec un bras articulé qui permettra d'y amener les personnes qui sont en fauteuil et qui ne peuvent pas se mouvoir seules. Et également une salle de sport, parce qu'on fait le pari que tout au long du séjour, avec l'accompagnement qui sera proposé, on redonne envie aux aidants de reprendre soin d'eux, on leur redonne des conseils, ne pas se laisser déborder par cette charge d'aidants, et quand ils retourneront chez eux, ils auront acquis effectivement peut-être des réflexes, ils auront acquis des savoirs, ils auront envie de reprendre soin d'eux. Donc une salle de sport qui permette de travailler le sport santé, de faire comprendre à quel point c'est essentiel. Et parce que tout l'intérêt du projet repose aussi sur la rencontre de l'autre, ce centre de vacances sera ouvert à tous. Notre objectif, ça n'est pas de faire un centre de vacances fermé sur un type de public, mais de faire effectivement un centre complètement ouvert à tout public, justement pour favoriser la rencontre, l'altérité, parce que les aidants et les aidés sont quelquefois excessivement enfermés dans leurs contraintes quotidiennes, et ce besoin de ressourcement, de lien social manque, et c'est ce qu'on veut recréer. Notre rêve, ce serait qu'effectivement des amitiés, des communautés entre aidants se nouent, et qu'après, effectivement, ce lien se poursuive après le séjour de vacances. On aura une salle, puisque effectivement, je vous expliquerai après l'ouverture de la structure, une grande salle d'activité, donc afin de pouvoir accueillir des activités, donc une grande salle qui peut accueillir 120 personnes pour y faire des concerts, pour y faire des expositions, pour y faire tout type d'activités, avec l'objectif que ce centre de vacances, il est aussi ouvert sur la population. C'est un lieu ressource, c'est un tiers-lieu qui n'est pas replié sur lui, mais encore une fois, dans l'objectif de favoriser la rencontre de l'autre, ouvert à la population pour que chacun puisse profiter des spectacles. Ce centre, cette ferme est vraiment au centre-bourg du village, et donc est un lieu d'attraction pour les habitants des alentours. Et puis, comme je vous le disais, on est dans un site extérieur exceptionnel, un nombre de chemins de randonnée, pédestres, équestres assez impressionnant. Et donc, on mettra à disposition des vacanciers tout du matériel adapté, des vélos-pousses, des joëlettes, pour permettre effectivement aux aidants et aux aidés de pouvoir profiter de la nature avec le matériel adapté qui va avec. Et donc, la salle de sport, comme je vous indiquais, qui est complètement, là encore, ouverte avec un club de sport qui fonctionnera le soir. Ouvert encore une fois à la population et animé par un professeur de sport. Donc voilà, ça j'en ai parlé. Et donc pour terminer, donc le Centre Hélène Borel, comme je vous disais, on est une association. Donc on gère 11 établissements et services, ce serait le 12e. On a 400 salariés. Donc on est sur 3 sites géographiques, donc un établissement à Lille. La majeure partie de nos établissements sur Rimbaudcourt qui est au nord de Douai, et puis des établissements sur Arleux, avec on existe depuis 64. C'est une association un petit peu atypique qui a été créée en France en 64 pour importer un concept de rééducation de la sclérose en plaques, puisqu'à l'époque, quand les personnes étaient atteintes de sclérose en plaques,
on ne rééduquait pas, et donc les personnes finissaient par devenir de plus en plus dépendantes, et voilà. Et il y avait effectivement une technique anglaise qui a été importée en France et qui a permis d'initier cette rééducation de la sclérose en plaques, et c'est comme ça que le Centre Hélène Borel a commencé son aventure, et c'est de plus en plus spécialisé sur l'accompagnement des handicaps évolutifs, des handicaps lourds, et effectivement on a acquis un réel savoir-faire et on est vraiment reconnu dans ce type d'accompagnement. Voilà un petit peu sur la présentation. J'ai été au-delà du temps qui m'était imparti. Merci Caroline. Merci pour cette présentation très exhaustive qui nous a permis de vraiment comprendre le réel enjeu social que porte le projet, mais aussi toute l'histoire de ce lieu et puis les multiples activités qu'on pourra y trouver et donc qui ouvrira ses portes début 2024. Donc avant de passer aux questions, je souhaitais vous rappeler les raisons et les conditions d'investir et d'investissement dans la ferme des ailleurs. Donc premièrement, une raison très forte, c'est justement ce par quoi vous avez terminé, Caroline, avec l'association Centre Hélène Borel créée en 1964 et donc qui a une très bonne connaissance des problématiques et de l'enjeu de ce public, des personnes en situation de handicap et des aidants. Donc avec 60 ans d'expérience. Ensuite, ce projet-là, il est déjà bien avancé. En effet, il y a plus de 6 millions d'euros qui sont déjà engagés sur un budget de 7,9 millions d'euros, engagés par des investisseurs institutionnels, notamment des organisations européennes, des collectivités locales et des banques. Donc, ce sont des investissements qui sont déjà sécurisés. Et puis, ce tour de table à hauteur de 300 000 euros avec l'ITA. Donc, c'est une confiance en plus qui atteste du sérieux de ce projet et de l'impact de ce projet, d'avoir des acteurs institutionnels positionnés. Et puis, le modèle économique, il est très lisible puisqu'il s'agit d'une activité, enfin, il repose sur une activité touristique. Donc, le plan de financement envisagé, il est cohérent, il est déjà mis en œuvre. Et puis, surtout, il est confiant également par le savoir-faire de l'association en matière de gestion financière, puisque l'association gère un budget de plus de 20 millions d'euros par an. En concernant les conditions de l'investissement, donc aujourd'hui, la ferme des ailleurs est en collecte sur l'ITA. Elle lève des fonds en obligations associatives avec un taux d'intérêt de 5,6% sur 6 ans. C'est-à-dire que vous prêterez à l'entreprise à l'association qui vous versera tous les ans 5,6% du montant prêté, et cela pendant 6 ans. Le remboursement du capital prêté se fera à partir de la 4e année. Puis c'est un investissement qui est également éligible au PEA-PME, c'est-à-dire que vous pouvez investir dans la ferme des ailleurs via votre PEA-PME. Donc, à savoir que nous avons à date dépassé l'objectif minimum de 100 000 euros, puisque nous avons plus de 118 000 euros d'investissement reçus. Et également, je tenais à profiter de ce moment de live pour vous préciser que la levée de fonds sera prolongée sur l'année 2024. Donc, même si vous voyez une étiquette qui indique une clôture au 31 décembre, ne vous inquiétez pas, la levée de fonds sera ouverte un peu plus longtemps pour laisser le temps à d'autres investisseurs de se positionner et de concrétiser leur intention d'investissement. Donc, si vous le voulez bien, on peut maintenant passer aux questions. Alors, je vais diminuer la page de la présentation pour nous voir en plus grand. Donc, je vais prendre les questions dans l'ordre. On va commencer par la question de Hendrik. Hop, je l'affiche en plein écran. Alors, bonsoir. Combien de visiteurs vacanciers compte recevoir la ferme des ailleurs par an? Caroline, je vous laisse la parole. On a une capacité de 19 000 nuitées à l'année.
Voilà, donc ça c'est effectivement la capacité, la capacité maximale. Donc on a fait un plan de montée progressive en comment dirais-je en oui en capacité. Hein. Donc on estime que bon la première année on peut comme on va ouvrir, je vais l'expliquer tout à l'heure en début d'année, on peut sur l'année 2024 cibler 40% avec l'objectif d'atteindre 80% dès la troisième année. En fait, hein. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je vous entends plus. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Estelle, on ne vous entend plus. Oui, votre micro est coupé. Pardon. Oui, j'ai coupé mon micro sans faire exprès, je suis désolée. Donc je disais que on allait poursuivre avec Henrik. Donc il y a une autre question sur justement la date d'ouverture. Donc vous l'avez mentionné, je ne sais pas Alors, s'il y a oui. précision à apporter. Oui, oui. Alors, on a eu l'avis favorable de la commission de sécurité la semaine dernière. C'était une donc voilà. Donc on est en capacité d'ouvrir. Là, on est en train de finaliser les levées de réserve, puisque vous savez qu'en fin de travaux, il y a toujours un tas de levées. Donc on n'a plus de réserve majeure. On a des bricoles sur, enfin voilà, des peintures à reprendre, des choses comme ça. On sera en ouverture, allez, maximum 1er février. Mais moi, j'espère on va fixer la date définitive enfin voilà le 5 janvier, mais j'espère que même on pourra même avancer autour du 20 janvier. Mais février, c'est certain. En fait, hein. Tout est prêt là maintenant, c'est bon. Super, ouais, très bien. Ça coïncidera plutôt bien avec la fin de la levée de fonds sur l'ITA. Donc, Emma, merci pour votre question. La première concerne donc les acteurs institutionnels qui financent votre projet. Donc, je les ai mentionnés, mais sans Oui. les préciser. Donc, je vous en prie. Alors, donc, comme donc le gros, enfin, il y a un gros financement des fonds FEDER, donc c'est des fonds européens, donc qui sont consacrés à l'aménagement du territoire. Et donc là, on a, alors qui sont thématisés, et nous, on les a obtenus sur la réhabilitation du patrimoine remarquable. Voilà. Donc ça, c'est une grosse partie de l'enveloppe. On a eu des fonds institutionnels, donc à travers la région Hauts-de-France et le département du Nord. On a de l'apport associatif, hein, et on a beaucoup travaillé sur des réponses à des appels à projets ou du mécénat d'entreprise, alors sans qu'ils demandent pour autant le rescrit fiscal parce qu'on est dans une activité fiscalisée. Enfin voilà, parce que encore une fois, c'est un modèle un petit peu atypique et donc on n'entre pas dans le champ d'un établissement sanitaire ou médico-social classique. Et donc on a vraiment ouvert, on a déployer effectivement notre recherche de financement privé. On a un emprunt et si vous voulez, et je pense que je vais aussi indirectement répondre à une des questions dans le chat, pourquoi on a voulu finaliser avec l'État? En fait, on s'est posé la question puisqu'on aurait tout à fait pu augmenter un peu l'emprunt, mais il nous a vraiment semblé essentiel de pouvoir effectivement intéresser le public autour de ce sujet et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire une levée de fonds participative avec un ticket d'entrée très faible parce que je me permets d'insister là-dessus, la question des aidants, pas un Français ne peut dire qu'il ne va pas à un moment donné être confronté à ces questions. C'est un enjeu de société majeur et donc on voulait à travers effectivement la promotion de ce projet intéresser les personnes. Et pourquoi l'ITA? Alors, je vais finir, et pourquoi pas une autre plateforme? Alors, j'ai sans doute pas insisté peut-être lors de ma présentation, mais on a voulu. Alors, déjà, moi, c'est quelque chose que je développe beaucoup au sein de mon association, mais moi, je suis vraiment très branchée sur les questions écologiques et de développement durable. On a vraiment voulu faire un projet exemplaire. Donc, par exemple, vous voyez, on a 100 panneaux photovoltaïques. On espère avoir un quart de notre autoconsommation. Enfin, on a une labellisation BEPOS, sur la qualité des matériaux qu'on a mis sur le site. Et notre association est très investie dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et l'ITA est un partenaire majeur en fait de l'économie sociale et solidaire et aussi on voulait effectivement une plateforme qui
qui matchent avec nos ambitions, donc dangers sociétaux, dangers de développement durable. Voilà. Mais vraiment la levée de fonds parce que dans l'objectif effectivement d'intéresser vraiment le maximum de gens autour de cette question essentielle. Merci Caroline. En effet, nous sommes ravis de collaborer ensemble pour permettre le lancement de ce projet avec un enjeu sociétal capital. Et en effet, c'est un projet qui fait tout à fait sens pour nous et qui correspond aux critères des projets qu'on va retrouver sur la plateforme avec à la fois un impact social et environnemental. Donc, merci pour cette réponse. Emma, une autre question sur le nombre de bénévoles en moyenne qui seront présents sur la ferme et puis également comment arrivez-vous à les mobiliser? Alors, donc nous au centre Hélène Borel, on a à peu près une cinquantaine de bénévoles. Alors en fait, on a deux types de bénévoles et ça c'est la vraie question des bénévoles. Donc on a des bénévoles. Alors c'est pas du tout péjoratif, mais plus effectivement avec un engagement que j'appelle un peu ancienne génération, enfin avec des engagements très réguliers dans la durée, quoi. Et on a aussi, parce que ça on y tient énormément, des bénévoles plus jeunes qui sont mobilisables sur des coûts, j'ai envie de dire. Hein. Donc, par exemple, aller à une soirée concert où il faut emmener, enfin voilà, il faut partir à 15 camions pour emmener toutes les personnes en situation de handicap et les conduire, ou une journée sport et des choses comme ça. Donc, de toute façon, nos bénévoles sont d'ores et déjà intéressés pour intervenir à la ferme. Et je pense qu'on arrivera à les mobiliser. Je pense par les activités qu'on y fera, par toute la communication qu'on va y faire autour vraiment des activités ouvertes à tous qu'on veut développer. Enfin, je pense que le bouche à oreille et la connaissance et la promotion qu'on va faire autour de la spécificité de l'accompagnement qu'on va proposer va permettre d'accueillir encore de plus en plus de bénévoles. Mais je pense que, vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué le bénévolat, et je pense que les personnes qui accueillent des bénévoles doivent pas être trop exigeantes et entendre qu'il y a aujourd'hui une forme d'engagement bénévole qui est sur des coûts. Voilà, peu importe, j'ai envie de dire. Nous, le jour où on fait, vous voyez, par exemple, je vais vous donner un des exemples de grosses activités qu'on va mener. On a décidé, comme c'est les JO, en fait, hein, on a décidé de faire comment dirais-je, un relais marathon. Donc Rimbaudcourt-Arleux, en fait. Hein. On est à peu près à une trentaine de kilomètres. Donc là, on est en train d'organiser ce relais avec des personnes en situation de handicap, avec tout le matériel adapté. Là. Donc ça aura lieu, je ne sais plus, le 19 juin. Donc là, on déborde effectivement de bénévoles qui nous accompagnent, parce que effectivement faire un relais c'est compliqué. Enfin, il faut faire autant de kilomètres, il faut prévoir toutes les étapes, il faut sécuriser les accès, il faut interchanger effectivement les participants, parce qu'il y en a qui peuvent pas courir ou faire du vélo comme ça pendant 40 kilomètres. Et ben là, en communiquant là-dessus sur effectivement cette spécificité du sport, on a un nombre invraisemblable de bénévoles qui viennent sur cette journée-là, quoi, en fait. Voilà. Donc pour compléter, la question d'Emma, je suis curieuse de savoir, du coup, les bénévoles, l'attirance des bénévoles dépend des activités à proprement tout à fait. Là, proposer. par exemple, typiquement, on a énormément de jeunes qui sont encore en études ou pas, enfin des STAPS, vous voyez, enfin ceux qui font des études de sport. En fait, là, quand ils en ont entendu parler, spontanément, ils sont venus nous dire ah ouais, nous ça nous intéresse. Enfin, franchement, c'est chouette. Donc là, sur ce marathon, on a essentiellement des jeunes, quoi, en fait. Sur d'autres activités on aura d'autres profils, mais c'est vraiment la communication sur les événements qui amène des personnes, quoi. Génial, merci Caroline. Nous avons une autre question de Loïc, même plusieurs là qui arrivent au compte-gouttes. Bonsoir Loïc, superbe projet. Quel est l'impact des saisons sur vos activités? La différence de demande entre été et hiver est-elle importante? Et que faites-vous lors des saisons plus creuses? Merci. Alors, comment? Alors, déjà, en fait, on a une spécificité dans le nord, enfin particulièrement dans le nord, c'est que
on n'a pas réellement de saisonnalité, alors à part peut-être le littoral, mais voyez, effectivement, les autres parties du Nord n'ont pas forcément de saisonnalité. Par exemple, si vous interrogez les gîtes de France, ils vous diront qu'ils sont pleins, toute l'année. Bon. Donc, nous, on a pris le pari de ne pas, de ne pas s'arrêter, mais je pense qu'il y a quand même un effet saisonnalité. Donc, comment on va le gérer? À partir du mois d'avril jusqu'à octobre, on va vraiment mettre le paquet là sur les accueils vraiment tout public, en mettant le paquet sur les animations. Et sur la période plus creuse, on s'adressera aussi à un public, par exemple, vous voyez, des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont déjà hébergées, qui ont envie d'aller en vacances aussi. Donc, on s'adressera peut-être davantage à un public de groupe, en fait. Voilà, moi-même, je vois bien les résidents que je peux avoir dans les foyers. Eh bien, 3 fois par an, en fait, on organise avec eux des vacances. En fait, ils choisissent un lieu où ils ont envie d'aller dans la baie de Somme, j'en sais rien. Et effectivement, il y a un groupe qui est constitué et on va trouver effectivement des vacances. Donc, on pourra, dans les périodes les plus creuses, effectivement, ouvrir plus spécifiquement à ces accueils qui demandent forcément un autre type d'accompagnement. Mais alors, je demande à voir encore une fois, mais je reste persuadée que la saisonnalité est nettement moins marquée dans le nord qu'elle ne peut l'être, par exemple, dans le sud. Je ne sais pas si je réponds à votre question, du coup. Ça m'a paru exhaustif et complet. Donc, je pense que Loïc, n'hésitez pas de toute façon à poser notre question si besoin d'informations complémentaires. Mais en tout cas, sa prochaine question qu'il avait déjà posée, justement, étant donné que vous n'avez pas encore ouvert, avez-vous anticipé ces éléments? Ah oui, pardon. Du coup, vous y avez répondu. C'est parfait. Merci Loïc. Alors, on a encore une question d'Emma. Merci beaucoup. J'imagine aussi que les bénévoles ont besoin d'être formés. Vous participez à leur apprentissage sur le terrain? Oui. Alors en fait, là, vraiment, les bénévoles, ça occupe, c'est un vrai sujet chez nous parce que ça, voilà, enfin, les administrateurs du Centre Hélène Borel sont très investis. On a un administrateur référent des bénévoles. Donc en fait, quand un bénévole veut venir, effectivement, il est accueilli. On recueille un peu parce que l'objectif, c'est pas qu'il s'échappe, enfin, qu'il parte en courant parce que il aura été lâché dans la nature. Et on est très attentif à ce que les bénévoles ne prennent pas la place des salariés, quoi, en fait. Donc on a effectivement ce qu'on appelle la charte d'engagement du bénévole où on reprécise bien effectivement quel va être ce qu'on attend de lui et quelles sont effectivement ses ressources au cas où il est perdu, il comprend pas, où il voit des choses qui ne lui plaisent pas. Ça nous semble essentiel. Et si vous voulez, nous, dans notre activité, la question des bénévoles, elle est très liée à la manipulation physique, en fait, parce qu'on a des personnes en situation de très, très grande dépendance physique. Et donc, on a une personne ressource, une kiné, en fait, qui est donc préventrice, en fait, on l'appelle comme ça. Et en fait, elle fait justement ces accompagnements bénévoles sur les techniques de manipulation pour que le bénévole ne se fasse pas mal et fasse pas mal à la personne accompagnée, et aussi effectivement les techniques d'entrée en relation ou en communication pour les personnes qui peuvent être privées de communication verbale. Merci Caroline. Alors, nous avons fait le tour des questions pour le moment. Donc, il est encore temps de poser vos questions. On a jusqu'à 19h. Ensuite, si on a fait le tour, on terminera le live un peu plus tôt. Mais en tout cas, pour rappel, la levée de fonds est bien en collecte sur l'ITA. Il est donc désormais possible dès maintenant d'investir. La levée de fonds sera ouverte jusqu'à fin janvier. Et donc, vous permettra de toucher des intérêts de 5,6% par an pendant 6 ans. Si vous avez des questions concernant plutôt la plateforme lita.co, vous pouvez évidemment les poser dès maintenant dans l'onglet questions, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous en vous rendant sur le site de l'ITA et vous aurez une personne qui pourra vous accompagner pour votre premier investissement sur la plateforme ou bien dans votre stratégie d'investissement sur le non-coté chez l'ITA.co.
Et puis, alors, je vois qu'il y a une autre question. Tout à fait. Merci Emma pour la question sur le replay de ce live. Donc, en effet, il y aura un replay disponible dans l'onglet Opérations de la page de la levée de fonds de la Ferme des Ailleurs que je vous avais mis plus tôt dans le chat. Donc, il sera disponible dès demain. Vous pouvez le retrouver pour les personnes qui nous ont rejoints un peu plus tard ou voilà, pour ceux qui ne pouvaient finalement pas être disponibles ce soir. Vous aurez le replay à votre disposition. Est-ce que Caroline, vous avez un mot de la fin, un élément à rajouter, bien que c'était très complet? Oups là, le mot de la fin, venez nous voir. On serait ravis de pouvoir comment vous faire visiter. Voilà, je ne veux pas en rajouter, mais sincèrement, alors on a organisé une première porte ouverte aux habitants parce qu'il nous a semblé important, comme voilà, c'est un établissement qu'on ouvre aux habitants, donc je pense que tout Arleux est venu. C'était samedi dernier, on a eu un monde fou, voilà, et vraiment. Les personnes sont impressionnées par l'architecture. C'est vraiment un site très original. Enfin, comme on est parti, on a beaucoup travaillé l'ancien. C'est très atypique, c'est très original. Et en fait, derrière des murs, les murs de la ferme, quand on rentre, waouh, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment tous ceux qui l'ont dit se disent, enfin, ouais, c'est vraiment une belle réussite. Ça. Le chantier a été très complexe parce que forcément, quand vous touchez dans l'ancien, comment on n'est jamais très sûr de ce qu'on va trouver et que tout n'est pas toujours en très bon état. Mais c'est vraiment quelque chose, indépendamment effectivement du fond du projet, il y a aussi effectivement cette question de la qualité architecturale qui est pour moi vraiment très bien réussie. Et c'est vraiment avec Merci. plaisir que si vous souhaitez visiter, que je vous accueillerai. Est-ce qu'il y a une autre journée porte ouverte prévue d'ici là ou sur cette fin d'année On et va en faire. l'approche de l'ouverture? Oui, oui, on va en faire. Et puis, donc, on va faire une grosse opération pour l'inauguration aussi, hein. Donc, là, on a le président de la région Hauts-de-France, hein, qui a dit qu'il était intéressé pour venir inaugurer. Donc, oui, oui, on aura des événements. Puis, tous nos événements aussi qui sont l'occasion. Là, sont programmés déjà. Donc, là, donc, on a notre grosse journée sport au mois de juin. On a un concert. Ça doit être début février, j'ai plus la date exacte, j'ai vu qu'ils avaient fixé la date. On a une exposition, enfin on a déjà un certain nombre d'activités qui sont programmées et sur lesquelles on communique sur notre site LinkedIn et sur les réseaux sociaux du centre. Oui, j'allais vous demander, cette programmation-là, on peut la retrouver facilement sur le site Et, du centre Hélène Borel? alors le site, donc il est en recettage. Le site, on a eu des petits soucis avec le site de la Ferme des Ailleurs parce qu'on y a intégré comment dirais-je, la possibilité de réserver en ligne et de payer en ligne. Et donc le site de la Ferme des Ailleurs, donc qui est raccroché au site au centre Hélène Borel, mais c'est vraiment un site spécifique, sera complètement ouvert tout début janvier. Donc on aura aussi toutes les informations sur le site et sur tous les réseaux sociaux. Très bien. Eh bien voilà, vous avez les prochaines étapes, à la fois la levée de fonds sur l'État.co qui est ouverte et puis ce site en refonte qui sera actif début janvier pour retrouver toute la programmation. Donc on a tous hâte de l'ouverture de la Ferme des Ailleurs. D'ici là, je vous remercie pour votre présence ce soir avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Et merci Caroline. Merci à vous et très bonne fin d'année à tous.